Maintenant que ton mari est mort, pleure, fais tes valises et ne reviens jamais. C'est ce que Capucine, ma belle-fille, m'a dit au dîner. Mon fils Antoine, il a juste souri et hoché la tête. La maison n'a jamais vraiment été à toi de toute façon. Je suis partie sans un mot. Le lendemain, je suis allée à la banque. Et j'ai bien fait. La salle à manger semblait si différente sans la présence de Marc. La grande table en acajou qui avait accueilli un an de dîner de famille, elle semblait immense, trop vide. Nous n'étions que 3 autour. Je n'arrêtais pas de regarder sa chaise vide. J'espérais presque le voir assis là, avec son sourire doux et sa présence si calme. Cela faisait exactement 1 semaine que nous avions enterré mon mari. 32 ans de mariage. 1 semaine que j'avais l'impression que la moitié de mon âme avait été arrachée. Le chagrin était lourd dans ma poitrine. Chaque respiration était difficile. « Passe-moi les pommes de terre, Eliane », lança Capucine. Sa voix était aiguë, tranchante, comme du verre. Ma belle-fille n'avait jamais utilisé un ton chaleureux avec moi. Mais ce soir-là, c'était différent. C'était plus froid. J'ai attrapé le plat de service. Mes mains tremblaient encore un peu. Les funérailles m'avaient épuisée. À 71 ans, je pensais m'être préparée à ce jour. Mais rien ne pouvait préparer à ce vide immense. Antoine, mon fils de 43 ans, était assis entre nous. Il ressemblait à un arbitre qui avait déjà choisi son camp. Il m'avait à peine regardé de la soirée. Il ne regardait que sa femme. Ce fils qui, enfant, venait se blottir contre moi après un cauchemar. Il ne pouvait même plus croiser mon regard. Le service était magnifique, n'est-ce que pas? J'ai tenté pour briser le silence. Ton père aurait aimé voir autant de monde. Capucine a posé sa fourchette. Oui, eh bien, c'est justement de ça que nous devons te parler, Eliane. Son ton m'a glacé le sang. Son ton m'a glacé le sang. Capucine s'est redressée sur sa chaise. C'était la posture qu'elle prenait pour donner des ultimatums. Je l'avais déjà vu faire. Souvent pour expliquer pourquoi Antoine ne pouvait pas me rendre visite ou pourquoi nos traditions familiales devaient changer. Antoine et moi avons discuté, commença-t-elle avec cette fausse douceur qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Maintenant que Marc est parti, cette maison était beaucoup trop grande pour toi toute seule. J'ai cligné des yeux confuses. Trop grande, je gère cette maison depuis plus de 30 ans. Je connais chaque latte de parquet qui grince. C'est exactement le problème, continua-t-elle son masque de gentillesse glissant. Tu ne rajeunis pas, Eliane. Entretenir une maison de cette taille coûte cher. Antoine et moi pensons qu'il serait mieux pour toi de déménager. Quelque part de plus adapté. Les mots m'ont frappé. Déménager. C'est ma maison. Je me suis tournée vers Antoine, espérant désespérément un signe de désaccord. Antoine, tu penses vraiment que je devrais vendre la maison où tu as grandi, où ton père et moi? C'est logique, maman, m'a-t-il coupé toujours sans me regarder. Et honnêtement, Capucine et moi, nous pourrions utiliser l'espace. On parle d'agrandir la famille, et cette maison a tellement de potentiel. Le sens de ces mots m'a submergée comme une vague froide. Il ne voulait pas seulement que je parte. Il voulait ma maison. Maintenant que le deuil est passé, vis ton chagrin, fais tes valises et ne reviens jamais. La voix de Capucine a soudainement perdu toute civilité. La maison n'a jamais vraiment été à toi de toute façon. Antoine a levé les yeux. J'ai vu une lueur, peut-être de la culpabilité.
Mais il a souri. Il a hoché la tête. Elle a raison, maman. Cette maison était à papa et maintenant, elle est à moi. Tu ne faisais qu'y vivre. Je me suis tue. Je me suis levée lentement, mes jambes étaient faibles. Il me faudra du temps pour... 2 semaines, m'a coupé Capucine. C'est largement suffisant pour trouver un endroit convenable et organiser le déménagement. 2 semaines, pas 2 mois. 2 semaines pour démanteler toute une vie. Antoine m'a enfin regardé droit dans les yeux. Ce que j'y ai vu était pire que la colère. C'était de l'indifférence. Une indifférence totale face à ma douleur. « C'est pour ton bien, maman », a-t-il dit. Je suis montée dans la chambre que j'avais partagée avec Marc. La pièce sentait encore son eau de Cologne. Ses lunettes de lecture étaient sur la table de nuit. Je me suis assise sur le lit. Dans 2 semaines, je devrais quitter cette pièce. Je devrais emballer 32 ans de mariage dans des cartons et tout céder à un fils qui venait de me dire que je n'avais jamais été chez moi ici. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose s'est agité sous le chagrin. Une petite étincelle de détermination. Marc avait toujours géré nos finances, mais il m'avait appris à être minutieuse. Demain, j'irai à la banque. Le lendemain, Hélène, la directrice de la Banque populaire, m'a reçue avec la sympathie réservée aux veuves récentes. Eliane, j'étais tellement désolée d'apprendre pour Marc. Merci, Hélène. J'ai besoin de comprendre ma situation financière. Marc gérait tout et j'ai peur d'être un peu perdue. Elle a souri gentiment et s'est tournée vers son ordinateur. Après un moment, ses sourcils se sont levés. Oh, mon cœur s'est serré. Quelque chose ne va pas. Non, pas exactement, dit-elle. C'est juste qu'il y a pas mal de comptes ici, plus que ceux à quoi je m'attendais. Maman. Elle m'a montré les comptes joints. Le solde était modeste, mais suffisant pour plusieurs mois. Un soulagement. Mais Hélène fronçait toujours les sourcils. Eliane, je vois plusieurs autres comptes ici, qui semblent être à votre nom seul. À mon nom seul, Marc gérait tout. Elle a imprimé plusieurs relevés. Des comptes épargne. Des placements. Les chiffres m'ont donné le vertige. Ce n'étaient pas de petits fonds d'urgence. C'étaient des sommes substantielles. Assez pour vivre confortablement pendant des décennies. Mais il y a encore autre chose, dit Hélène encore plus prudente. Un très gros contrat, une assurance vie. Elle m'a regardé fixement. Marc vous a désigné comme unique bénéficiaire. J'ai dû m'asseoir. Une assurance vie, je savais ce que c'était. C'est une épargne spéciale mise de côté pour un proche, qui n'entre pas dans la succession habituelle gérée par le notaire. C'est de l'argent qui vous revient directement à vous seul. Le montant... très important, Eliane. Et les versements, ils venaient tous d'un compte professionnel. Construction Moreau. J'ai senti ma tête tourner, mais Antoine m'a dit que Marc avait vendu l'entreprise il y a des années, qu'il n'en restait presque rien après les dettes. Hélène m'a tendu un dernier relevé. Selon nos dossiers, ce compte professionnel est tout sauf inactif. Je pense que vous devriez parler à Martine, la comptable de Marc. Martine, la comptable, m'a confirmé la vérité le jour suivant. Vendu, non, Eliane. Construction Moreau n'a jamais été vendue. Elle a été restructurée. Elle m'a expliqué. Il y a 5 ans, Marc a réorganisé l'entreprise. Il a gardé Thomas, son chef de chantier fidèle, pour gérer les opérations au quotidien. Mais Marc gardait le contrôle stratégique. Et surtout,
il gardait les bénéfices. « L'entreprise est très rentable », m'a dit Martine. Marc a été très prudent. Des contrats plus petits, des clients fiables, un revenu stable. Elle m'a montré les bilans. Les bénéfices annuels étaient impressionnants. Et tout cet argent, il a tout mis dans l'assurance vie. J'ai murmuré. Martine a hoché la tête, l'air grave. Marc s'inquiétait des pressions familiales. Il m'a dit que votre fils avait des difficultés et que sa femme avait des goûts de luxe. Les pièces du puzzle s'assemblaient. « Il y a autre chose », dit Martine, visiblement mal à l'aise. Au fil des ans, Marc a prêté beaucoup d'argent à Antoine. Mais il l'a fait depuis le compte de l'entreprise. Il a tout documenté. Elle m'a montré un dossier. Des reconnaissances de dettes, toutes signées par Antoine. Au total, votre fils doit à l'entreprise près de 80 000 €. Le chiffre m'a coupé le souffle. 80 000 €, alors qu'ils essayaient de me jeter dehors. Et ce n'est pas tout. La semaine dernière, Antoine m'a contacté. Il m'a dit qu'avec le décès de son père, il reprenait la direction des affaires. Il m'a demandé de préparer les documents pour transférer la propriété de l'entreprise à son nom. Et qu'avez-vous dit ? Je lui ai dit que l'entreprise faisait partie de la succession et que cela relevait du notaire. Il semblait très surpris. Il pensait pouvoir tout récupérer simplement. Antoine avait prévu de prendre la maison et l'entreprise me laissant sans rien. Le coup de fil est arrivé 3 jours plus tard. La voix d'Antoine était tendue. « Maman, il faut qu'on parle. Maintenant. Capucine et moi, on arrive. » Ils n'ont même pas frappé. Capucine est entrée dans le salon furieuse. « Eliane, quel jeu jouez-vous ? Martine, la comptable, refuse de donner les accès de l'entreprise à Antoine. » Je me suis assise dans le fauteuil de Marc. « Elle suit la procédure, c'est tout. L'entreprise fait partie de la succession. Le notaire doit tout évaluer. » « La succession, » ricana Capucine. « C'est à Antoine que tout revient, c'est son héritage. » « C'est vrai, » dis-je calmement. « Antoine héritera de l'entreprise et de toutes ses dettes, y compris les 80 000 € qu'il lui doit personnellement. » Le visage d'Antoine est devenu pâle. Mais l'argent, les bénéfices... Oh, les bénéfices n'y sont plus, Antoine. Ton père les a tous transférés. Noir sur blanc. Il les a mis dans une assurance vie. À mon nom. C'est de l'argent qui est hors succession. Il est à moi. Le silence était total. Capucine me regardait les yeux plissés. Ce n'est pas possible. Tu mens. Et puis peu importe. La maison vaut bien plus que cette petite entreprise. La maison revient à Antoine. Vous avez raison, dis-je doucement. La maison vaut cher, environ 400 000 €. Et oui, Antoine va l'hériter. Bien sûr, il y a le détail de l'hypothèque. Antoine a levé la tête brusquement. Quelle hypothèque, papa a dit que la maison était payée? Elle l'était. Mais il y a 18 mois, ton père a pris un prêt hypothécaire. J'ai sorti le dernier document. Un prêt hypothécaire, c'est une grosse dette garantie par la maison. Il a emprunté 300 000 €. Capucine est devenue blanche. Mais où est ce cote d'argent? J'ai souri tristement. Il l'a mis dans mon assurance vie lui aussi. Leur monde s'est effondré. Antoine hérite de la maison. Oui, une maison d'une valeur de 400 000 € mais avec une dette de 300 000 € à la banque.
Il hérite aussi de l'entreprise, à laquelle il doit 80 000 €. Mon fils était endetté de 380 000 €. Et moi, j'avais plus de 500 000 € en espèces, à l'abri de tout. Je crois que vous parliez de déménager, dis-je. C'est toujours une excellente idée. Pas pour moi, bien sûr. Mais je suis sûre que vous trouverez un endroit charmant. Capucine était déjà à la porte. Ce n'est pas fini, Eliane. On va contester. Faites donc. Mais tout ce que Marc a fait était parfaitement légal. Martine a déjà tout transmis à mon avocat. Antoine m'a regardée, perdue. « Maman, pourquoi nous faire ça? Je ne vous fais rien, Antoine. J'ai simplement refusé que vous me le fassiez à moi. C'est chez moi. » 6 mois plus tard, j'étais sur la terrasse de ma nouvelle petite maison à Cassis face à la mer. Le son des vagues avait remplacé les bruits de la vieille maison. J'avais découvert que Marc m'avait laissé cet endroit aussi. Payé, avec les bénéfices de l'entreprise des années auparavant. Pour ta retraite quand tu seras prête pour l'air marin, disait sa note. La bataille juridique a été courte. Antoine et Capucine ont perdu. Ils ont dû accepter la dette. Le tribunal a établi un plan de remboursement sur 8 ans pour les 96 000 €, avec les intérêts. Antoine m'a envoyé une lettre. Il s'excusait. Il disait qu'il comprenait enfin ce que son père avait fait, qu'il avait tout pris pour acquis. Il m'a demandé si je pourrais lui pardonner un jour. J'ai rangé la lettre. S'il veut reconstruire une relation, il devra le faire comme il paye sa dette, lentement, régulièrement, et avec le temps. Hier, j'ai reçu un appel. C'était la fille de Martine la comptable. Elle monte un groupe de soutien pour les femmes ayant subi des manipulations financières de la part de leur famille. Elle m'a demandé si je voulais venir partager mon histoire, aider d'autres femmes à comprendre leurs droits. J'ai regardé la mer. Il y a 6 mois, j'étais une veuve en deuil sur le point d'être mise à la rue par mon propre fils. Aujourd'hui, j'étais libre. J'ai accepté de parler. Ce soir, j'ai levé mon verre au coucher du soleil. Un toast silencieux à Marc. Il m'avait aimée assez pour s'assurer que je ne serais jamais impuissante, jamais dépendante de la pitié de ceux qui me voyaient comme un fardeau. Il m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pour survivre. Et maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation similaire?